Alors, j'espère que l'occasion de prendre la parole ce soir n'est pas due au fait que je sois mécène de quoi que ce soit. Eh bien, plutôt par mon talent, ça je préférerais. Enfin, vous jugerez, il est tard, la journée fut longue, et le dernier sujet que Bertrand m'a proposé de traiter n'est pas, je dirais, il est tout de même un peu dense. Mais bon, moi je ne suis pas universitaire, je ne suis pas, que dire, mon métier, puisque je suis entrepreneur, n'est pas de toute la journée formaliser, je dirais, des raisonnements intellectuels et une pensée, malheureusement. Et donc ça va probablement être assez digeste, et il est peu probable que mon intervention dure 30 minutes. Bon, sauf si tout d'un coup ça me prend à vouloir vous raconter plein de choses. Alors, d'abord, ce titre, moi, il me plaît beaucoup parce qu'il contient deux termes marins. Et j'ai demandé à Bertrand il y a quelques instants ce qu'il avait bien voulu dire dans dérive ou gouvernail. Autant gouvernail, j'ai bien compris. Le gouvernail, ça veut dire là où on va. C'est quelque chose qui va décider du cap, en réalité, que nous voulons prendre. Il m'a dit c'est un jeu de mots, dérive, ça veut dire ça dérive. Pas du tout, pas du tout. Quand on fait de la navigation, la dérive, c'est précisément ce qui empêche le bateau de dériver. C'est-à-dire c'est un contresens ou un abus de langage, si vous voulez. Et donc, je vous le dis tout de suite, ma conférence aurait pu être traitée en 30 secondes en disant dérive et gouvernail, point. Mais je vais essayer de détailler un petit peu quand même. Alors, je vais pas vous faire une grande théorie, mais je vais vous raconter mon expérience d'entrepreneur. Donc, pour faire vite, moi, je suis chef d'entreprise et comme je suis un imbécile, j'ai décidé de créer un anti-Facebook il y a 13 ans. Alors, c'est comme ça que je pensais les choses au départ. Et donc, quand on crée un anti-Facebook, ça veut dire qu'on est un petit peu énervé. Et vraiment, c'était vraiment le cas. Et ça, je ne sais pas si je l'ai beaucoup raconté, mais une sorte de jalousie. Et je me souviens, c'est ridicule comme histoire, mais je vous la raconte quand même, parce qu'il y a plusieurs versions sur la création de la société. Ça, c'en est une nouvelle. Parce que je raconte souvent les mêmes choses, mais là, non. En fait, c'est la pire version, mais c'est la pire parce que c'est la vraie version, comme les précédentes. En fait, c'est très simple. Vous connaissez le biopic de Facebook, de Mark Zuckerberg, qui est sorti il y a donc 13 ans. Ce Waller a 13 ans. Ou 14 ans, enfin, ça a dû sortir dans les années 2010. Et j'ai vu ce biopic, et je suis tombé jaloux fou de Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce type brillant, brillant. Après, j'ai regardé le biopic de Steve Jobs, et alors là, c'était fini. Et je me souviens qu'après avoir regardé le biopic de Zuckerberg, le lendemain, je me suis mis à coder Waller. Le lendemain. Après, j'ai trouvé d'autres versions pour raconter que c'était un peu... parce que c'est pas très glorieux, ça. Et c'est ça que je veux vous raconter. En fait, non, c'est pas très glorieux. Parce que c'était l'idée déjà au départ d'une revanche. Pourtant, le gars, je lui ai rien fait, il m'a rien fait. D'une revanche. Et puis, le temps est passé. Et puis, un jour, Bertrand est arrivé auprès de moi, chez Waller, il y a quelques années, et on a commencé à échanger autour de sujets de communication. Comment raconter mieux qui nous étions, comment mieux le comprendre aussi, pourquoi on faisait ce qu'on faisait, pourquoi est-ce que finalement on avait réussi à monter cette entreprise, trouver des clients, et effectivement, en faisant une technologie qui faisait du réseau social. Alors on faisait du réseau social privé, c'était ça le gros différenciant avec Facebook en l'occurrence. C'est pas du tout une copie de Facebook. Et puis, un jour, Bertrand m'a dit, mais non, c'est pas un anti-Facebook, c'est un après-Facebook. Alors c'est pour ça qu'après j'ai écrit un bouquin quelques années plus tard et j'ai repris ça parce que c'est intelligent, comme tout ce que fait Bertrand, par ailleurs. Et en fait j'ai converti, si vous voulez, une sorte de, je dirais pas une rage, mais vous voyez, une sorte d'énervement, d'agacement, de chauvinisme, je ne sais pas, en quelque chose de plus positif, qui consistait à penser que nous valions mieux
que de simplement subir ce que les puissants, c'est-à-dire pour le numérique les Américains, nous imposent par leur réussite. Nous valions mieux que ça. Pourquoi nous valions mieux que ça? Nous valions mieux que ça parce que, premièrement, nous ne sommes pas américains. Premièrement, ce n'est pas un jugement de valeur à dire que les technologies ou les peuples et nations par lesquelles elles sont créées sont mauvaises ou sont formidables. Ça n'a rien à voir. Simplement, le point important, c'était de dire ça n'est pas notre culture. Alors évidemment, la culture américaine, elle n'est pas très très loin de la culture, je dirais, européenne. Elle est un petit peu plus loin de la culture de chaque pays en Europe. Et puis, si on parle des Bretons, alors là, on est un peu loin. Et vous voyez, donc, quand on grossit, on n'est pas très loin. Évidemment, c'est pas comme si... C'est pour ça que les technologies chinoises, la première qui vraiment réussit à nous pourrir, c'est TikTok, vous savez, mais c'est très récent. Parce qu'en fait, ils ont adapté leur modèle. Et d'ailleurs, enfin, l'histoire est connue, TikTok en Chine n'est pas du tout implémenté de la même façon que TikTok en Occident, puisqu'en Occident, c'est-à-dire Amérique, Europe, c'est implémenté comme un truc américain, en fait. Et donc, je reviens au point qui est de dire que je m'étais rendu compte, en fait, que l'important, c'est pas de faire contre, mais c'est de faire pour ce que nous sommes. Et donc, dans toute la construction qui est du logiciel, donc c'est pas forcément une passion, moi c'est ma passion, hein. C'est pas forcément une passion qu'on peut transmettre, mais dans toute cette conception, ceux qui ont développé, ceux qui ont dessiné les interfaces, ceux qui ont commencé à vendre le produit à des clients, dans toute cette façon de faire, j'ai trouvé qu'il y avait de l'originalité et de la pertinence à faire quelque chose de français, on va dire, voilà. Alors après, évidemment, quand on vend quelque chose de français à des Européens, eh bien c'est formidable, parce que c'est une façon de faire rayonner notre façon d'être, notre façon de faire. Je pense qu'on a une vocation, en France en particulier, de rayonnement, qui ne s'est pas démenti dans l'histoire. Et donc ce logiciel, si jamais certains l'utilisent, vous verrez qu'il n'est pas une copie de quoi que ce soit. C'est pour ça que quand on me demande alors qu'est-ce que c'est, ça remplace quoi? Ça, c'est une question qu'on me pose. Ça remplace quoi? J'ai envie de dire, va au diable. Ça ne remplace rien. Ça fait quelque chose de neuf. Vous voyez, tout ce dont je vous parle là, c'est ça le patriotisme. Le patriotisme, ça n'est pas dire ma patrie, la terre de mes pères, de mes parents, est meilleure que les autres. C'est dire c'est la mienne. Et c'est la mienne et j'apprends à l'aimer, j'apprends, et surtout la France. C'est pas dur d'aimer la France. Je pense qu'on a vu ça aujourd'hui. On a une chance incroyable. Ce serait terrible que, y compris dans ces domaines technologiques où nous sommes dépassés, et nous l'avons vu toute la journée, ce serait terrible de ne pas être capable d'exprimer, moi, ce que j'appelle maintenant, depuis quelques mois, le génie français. Parce qu'à un moment, vous voyez, cette pensée-là, elle a presque 15 ans, en fait. Hein. Au début, je ne parlais pas comme ça. Même il y a quelques années, je ne parlais pas comme ça. Mais en fait, il faut arrêter de rougir. Parce que, ensuite, enfin, je dis parce qu'ensuite, dans ma pensée, c'était ensuite. J'ai réfléchi au pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'en 2017 et 2018, dire « je vends une solution made in France », c'était mal vu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant la période Covid, il y a eu une petite période, et en particulier aux États-Unis, de French bashing. Et je me souviens très bien, moi, dans les ventes que je faisais, qui d'ailleurs s'opéraient principalement sur le marché français, du fait de notre taille qui était encore petite, je me souviens très bien que certains, et beaucoup me disaient, il ne faut pas que tu dises que tu es français, il faut que tu dises que tu es un bon produit. Et j'ai vu ça tout à l'heure chez l'amiral Coustillère. Alors on ne dit pas de mal quand quelqu'un est parti. Donc je vais dire du bien. OK ? Mais j'ai quand même vu ça. C'est-à-dire l'idée de dire on veut que ça fonctionne formidablement bien avant tout. Le souverain passe en second. C'est ce qu'a dit l'amiral Coustillère. Et si j'avais été à cette table ronde, j'aurais répondu. De façon courtoise, parce que l'amiral nous a beaucoup aidés chez Waller et on l'aime beaucoup, donc il n'y a pas de question. Mais c'est l'idée, moi, qui me dérange. Parce que si on pousse cette idée qui est dans tous les cerveaux,
si on pousse cette idée, on arrive à la situation de la France aujourd'hui en matière technologique, hein, et précisément numérique. Je vais plus dire numérique pour être plus précis. Retour arrière, souvenez-vous, c'était l'époque Covid, où, profitant du grand bazar provoqué par un virus et ses amis variants, eh bien, nos amis du gouvernement en ont profité pour confier, sans appel d'offres, ni, je crois qu'il y a eu une discussion, et précisément, on va en parler, mais ni beaucoup de discussions avec nos parlementaires, ils ont confié nos données de santé à Microsoft. Et pas à Microsoft sur des serveurs souverains, car Bleu n'existait pas, et d'ailleurs, il n'existe toujours pas. Ça, c'est un petit tacle. Et on a eu, je crois, une séance en particulier au Sénat, avec la sénatrice Catherine Morin-Desailly, qui est une personne que je vous invite tous à suivre, parce qu'elle est extrêmement engagée sur ces sujets de façon constante depuis des années. Et Catherine Morin-Desailly pose la question au ministre du Numérique ou au secrétaire d'État Cédric O, que j'ai beaucoup combattu personnellement ensuite, qui était le VRP de Microsoft. En tout cas, dans ses communications, c'est ce qui apparaissait. Et Catherine Morin-Desailly lui pose la question au Sénat, pourquoi vous avez décidé de choisir Microsoft, etc. Je me rappelle aussi, dans la séquence, je ne sais plus si c'est avant ou après, Octave Klaba, qui s'insurge sur Internet et sur les réseaux sociaux en disant « mais attendez, on aurait pu le faire, etc. Pourquoi il n'y a pas eu de sollicitation ?» Bref, ça c'est un scandale, hein. C'est un scandale d'État qui est encore là maintenant et qui devrait être résolu, j'espère, un jour par quelqu'un qui aura un peu de courage. Et la réponse de Cédric O, écoutez-la bien. Vous irez voir un peu sur Internet parce que je vais peut-être déformer ou synthétiser. Sa réponse, c'est malheureusement la même réponse que ce qu'on a entendu tout à l'heure. La réponse de Cédric O, c'est Microsoft, ce sont les meilleurs, ils savent faire tout ce qu'on veut faire. Voilà, ils sont en avance sur nous, et donc on les choisit. C'est scandaleux. C'est scandaleux. En fait, non seulement c'est scandaleux, mais c'est précisément cet argument de dire « je choisis ce qui fonctionne ». Ensuite, si c'est souverain, tant mieux. C'est cet argument-là qui nous a mis, j'allais dire un gros mot, dans la merde dans laquelle nous sommes. Mais bien sûr, réfléchissons un peu à ça, parce que c'est ça le patriotisme en réalité. Je ne sais pas si c'est le gouvernail ou la dérive, peut-être un peu des deux. Réfléchissons un peu ensemble à ce sujet. Quelqu'un qui dit « je choisis ce qui est efficace, qui fonctionne », l'argument en fait de fond, c'est je donne une priorité à la solution. C'est du solutionnisme. Et je donne la priorité aussi à ce qui fonctionne tout de suite, c'est du court-termisme. Et c'est entendable. Et par ailleurs, l'avenir m'ayant donné la chance d'avoir été reçu dans le bureau de Cédric O pour une explication qui fut finalement fraternelle, après une engueulade digne de ce nom quelques mois avant, je lui ai posé la question. Et il m'a dit, oui, peut-être que la... non, il n'avait pas cette voix. Il a une voix plutôt normale. C'est moi qui ai la voix enrouée, parce qu'hier, malheureusement, hier soir, certains d'entre vous nous ont emmenés chanter. Enfin bref, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Mais... Et il m'a dit, oui, en fait, nous ne donnons pas la priorité à la souveraineté technologique, nous donnons la priorité à la souveraineté de la santé. Vous voyez? C'est magnifique. Sciences Po. Je ne sais pas. Pardon. Je vais me faire des ennemis, Non, mais... Et donc, c'est ça l'argument. L'argument court-termisme, solutionnisme. C'est ce qu'on a depuis des années. Et c'est ce qui produit, en fait, notre soumission technologique et technique, notre dépendance. Puisque à chaque fois, ce sont les Américains qui sont en avance, bientôt les Chinois, les Israéliens, etc. Enfin, toutes les puissances, par ailleurs, qui ont mené l'inverse de cette politique-là. Et donc, plus on continuera, tant qu'on continuera à avoir ces réponses, à dire on choisit à l'efficacité, nous perdrons. Et nous perdrons formidablement, non pas sur les services que nous consommerons, parce qu'ils seront américains,
mais sur notre souveraineté pure, et notre incapacité sera totale. Alors voilà, moi, ce que je prône, c'est évidemment l'inverse. L'inverse, c'est quoi? L'inverse du solutionnisme, c'est l'investissement, c'est l'industrialisation. On en a 1000 fois parlé, je ne vais pas refaire une théorie là-dessus, parce que je serais beaucoup moins bon. Et l'inverse du court-termisme, c'est le long terme, c'est-à-dire d'avoir une vision. Alors là, ça m'a fait plaisir, parce que dans la dernière présentation, on a parlé de 100 ans. Et vous savez, on ne parle plus jamais de 100 ans. Je ne sais plus quel philosophe qui finit par Onfray, dont le prénom est Michel, parlait de ça. Il disait qu'on parle d'innovation en permanence, d'innovation. Mais c'est très récent. Avant, quand je dis avant, c'est il y a 100 ans ou 50 ans, nous parlions de progrès. Et le progrès, et je crois qu'il date ça avant, alors je sais plus, au moment de l'an 2000. C'est-à-dire qu'avant l'an 2000, les gamins qui naissaient en 1910 ou 1930, ils parlaient de l'an 2000. Dans les années 60, il y a eu des explosions de films fantastiques, de la littérature de science-fiction. Et en fait, ça, c'était le progrès, parce qu'il y avait une projection à 50 ans, voire plus, 100 ans, voilà, etc. Et en fait, aujourd'hui, le progrès, France 2030. C'est dans 6 ans. Hein. Voilà. Pardon, hein. Moi, si j'étais président de la République, j'aurais appelé ça France 3000. Non, mais je ne sais pas. Il y en a un qui fait ça très bien, c'est Elon Musk. Elon Musk, lui, il ne se projette pas à 10 ans. Et voilà, je ne veux pas faire... Moi, je trouve que les Américains sont formidables. Voilà, j'ai pas de... mais en revanche, je trouve que nous, on n'est pas incapables de l'être. C'est ça, le patriotisme. Bon, donc, j'ai dit investissement, industrialisation. Évidemment, c'est que du long terme. Et ça suppose, malheureusement, un changement de logiciel politique. Ça suppose, par exemple, pour les données de santé, qu'on ait confié, eh bien ça, je ne sais pas, un hébergeur français, quel qu'il soit. Et ça suppose qu'on accepte que pendant 10 ans, peut-être, les fonctions, elles ne sont pas là. On n'est pas tout à fait au niveau de Microsoft. Ça suppose qu'on accepte d'être moins bon que ce qu'on aurait pu être si on avait choisi immédiatement la meilleure solution. Il y a les mêmes sujets sur l'intelligence artificielle, il y a les mêmes sujets sur tous les sujets technologiques. On est en train, et les dernières annonces d'investissement précisément, d'investissement, c'est pas d'investissement, c'est d'accueil sur notre sol des centres de données de Microsoft, vous avez vu ça. Dès lors qu'un grand fabricant automobile fait un formidable partenariat avec AWS, etc. Je ne vais pas citer parce que Bertrand, toi, tu le fais tout le temps avec Souveraineté et c'est précieux parce que ça nous envoie des piqûres de rappel en permanence. Bien, donc ça, c'est le patriotisme pour moi, c'est changer de logiciel politique et accepter de faire du long terme. Et surtout, et je finirai par là, puisqu'il me reste 7 minutes et on va faire des questions, c'est ça? J'étais beaucoup plus long que ce que je pensais. Et surtout, en fait, parce que ce qui est au fond, c'est pas dire on va accepter d'être un peu moins bon pendant des années, on va faire du long terme. Non. En fait, on va décider, peut-être pour une fois, je dis on, ce ne sera pas moi, par conséquent tout de suite en tout cas, on va décider de réaimer le peuple français. Quand je dis la nation française, d'accord? Je dis aimer volontairement, c'est un petit peu choquant, mais je dirais plus faire confiance. Nous avons des dirigeants politiques qui, lorsqu'ils prennent ce genre de décision, injurient tous les entrepreneurs qui font des services équivalents. Ce qui explique la colère d'Octave Klaba à l'époque. Parce qu'il est injurié. En fait, il nous faut, et moi je crois que ça prime avant toute chose, avant même d'avoir des idées, comme on a vu le ministre Montebourg proposer un certain nombre d'idées très concrètes, et personnellement, que je trouvais très bien, parce que tout d'un coup, ça devient réaliste, mais ce qui précède, et ce qui n'est jamais dit par aucun homme politique, et qu'on a peut-être entendu, moi j'étais pas né, c'est d'avoir voilà, un amour, une confiance du peuple français. Dire, les gars, vous êtes des génies, vous allez dépasser, faire l'impossible, etc. Moi, je crois en ça. J'essaye de faire ça, et puisque personne ne me le dit, je me le dis moi-même chaque jour. Merci à vous. On va faire des questions. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce qu'il y a des questions, ce dont je ne doute pas? Si, je doute. Non ? Bien sûr, vous avez des questions.
Bonjour. Moi, j'ai été pendant 10 ans CTO d'Olfeo, qui était une autre société de sécurité. On se faisait un malin plaisir à bouter hors de France les Américains qui étaient bien plus gros. On a dû virer 4 directeurs commerciaux de la société américaine. Mais surtout, là où on pensait un peu comme toi, c'est-à-dire c'est faire différent et faire français. Et principalement, la différence, c'était de dire, au lieu de faire international comme les Américains, c'était penser multiculturel. C'est-à-dire que le produit, il était certes français, mais il y avait aussi sa version finalement un peu espagnole, allemande, et en fait de penser qu'on est dans... Il faut valoriser la multiculture, et valoriser la multiculture, c'est aussi, c'est valoriser sa propre culture, et aussi le fait que chacun ait sa culture finalement, plutôt que uniformiser absolument tous les produits, quoi. Et ce que toi tu fais quand tu dis c'est un produit français, finalement peut-être se dire aussi comment je le verrais dans différentes cultures en fait. Est-ce une question? Non, c'est pas forcément une question, mais pas. c'est-à-dire par exemple si tu vas en Allemagne, toi tu dis tu ne veux pas adapter ton produit pour l'Allemagne. Ah, j'ai pas dit ça. Tu veux vendre un produit français, Non, pour la France. Ou alors Non, j'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai essayé de montrer que les produits que nous consommons en permanence sont des produits qui sont pensés américains. Oui. Voilà. C'est ça que je dis. Et donc, je dis que si on change cet état d'esprit, si on se dit, je vais faire un produit français, mais qu'est-ce qui est français, en fait, dans un produit informatique? Il faut réfléchir. Ça demande à réfléchir. Par exemple, la protection des échanges, c'est très français, ça. Dire, on va protéger... Les Allemands, ils sont quand même beaucoup... Ils se développent beaucoup là-dessus. Enfin, effectivement, je ne dis pas que c'est que français. Je ne dis pas ça. Mais en fait, moi, je ne me compare pas aux autres, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que j'essaye de faire un produit, moi, qui me convienne à moi. Et puis, au fur et à mesure, à tous mes clients, etc. C'est comme ça que je fonctionne. Mais j'ai voulu mettre le point sur le fait de ne pas dénier sa culture. Et que on ne peut pas être patriote économiquement, puisqu'il s'agit de ça. C'est-à-dire, le patriotisme économique, j'aurais pu vous parler en disant, oui, comment faire en sorte que tous les acheteurs achètent quand même du français, etc. J'aurais pu vous dire ça. Mais en fait, moi, je vois la chose de l'autre côté, puisque je suis fournisseur de services que je vends. Et je pense qu'il faut fabriquer français, en fait. Fabriquer français, c'est pas fabriquer américain. J'ai pas dit, et encore une fois, j'ai pas dit c'est moins bien, c'est pas bien, etc. Je dis pas ça. Je compare pas. Il n'y a pas d'échelle de valeur pour moi dans ces choses-là. Mais je pense que, en revanche, votre idée, qui est l'idée de la diversité, j'y souscris pas tellement. En fait, moi, je m'en sens incapable. C'est-à-dire que je me sens incapable tout d'un coup de me mettre dans la peau d'un Espagnol. Après, ça dépend peut-être des produits en question. Hein. C'est peut-être possible. Je ne sais pas. Je ne vais pas prendre d'exemple. Ça dépend peut-être des produits, mais voilà. Il y a la notion de est-ce qu'on produit français ou mais il est à destination du monde. C'est un produit Internet, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà. Moi, j'ai des clients dans le monde entier maintenant. Ouais. Donc, il n'y a pas de question. Mais c'est un produit français. Et d'ailleurs, c'est comme, si vous voulez, c'est comme le vin. Le vin, vous n'allez pas dire, OK, j'achète un château dans la région de Bordeaux, je fais du Bordeaux, et je l'exporte dans le monde entier. C'est un produit français. Et en fait, ce que je veux, ça, j'essaye de faire ça, moi. Et ce que je ne vais pas essayer de faire, c'est dire, ah, OK, je vais racheter un château dans chaque pays, je vais te donner le même nom, et hop, comme ça. Bah non. C'est une image. On aurait pu parler des voitures aussi. C'est une minute. Oui, bonsoir. Donc moi, j'ai une société de distribution de contenu de divertissement, de production 100% française, qui est une petite société récente. Ça fait 1 an qu'on existe. On est une boîte de production audiovisuelle. Et simplement pour la présentation. Mais moi, la question que je voulais vous poser, parce qu'on parle de patriotisme économique, on parle de rayonnement culturel français. J'aime beaucoup votre idée de créer des produits qui correspondent d'abord à un usage français. Parce qu'effectivement, quand on y réfléchit, il y a beaucoup de solutions du quotidien qui sont apportées par des sociétés américaines. L'américanisation de la société française, c'est un peu avant les années 90 et c'est beaucoup développé, mais on sent que là, sur certains sujets, notamment sur la tech, c'est pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui, la greffe ne prend pas toujours systématiquement et vous en êtes un formidable exemple. La question que j'avais envie de poser, c'est quel est le regard que vous portez sur la francophonie, la manière dont ces gens qui sont aussi, parce que c'est leur langue, imprégnés par la culture française,
peuvent apprécier des produits conçus par des Français pour des Français. Sachant qu'effectivement, la France, généralement, les idées françaises s'exportent extraordinairement bien à l'international. Pas toujours les meilleures, mais voilà, il y a beaucoup d'idées qui s'exportent très très bien. Donc c'est un message qui peut être universel. C'est ça que je veux dire. Donc comment vous appréciez donc, ce sujet de la francophonie ? Oui, vous avez raison, c'est universel. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire on fait du Made in France et c'est comme la cérémonie du mondial de rugby avec, voilà, vous voyez, le béret, la baguette, c'est pas ça. Hein. C'est pas une caricature. Voilà. Non. Parce qu'en effet, quand on réfléchit à comment peut être un produit technologique conçu par des Français, en fait, on va s'apercevoir que ça va toucher les valeurs surtout. Ça va pas, on va évidemment faire les meilleures pratiques en design et ça va ressembler à ce que fait Apple et Microsoft. Microsoft peut-être pas, Apple ou Google. Donc ça peut ressembler à un produit d'usage universel, ça n'a pas de question. Mais quand on réfléchit aux valeurs, c'est là où on va pouvoir dire, ben moi, alors nous, ce qui est important chez Waller, c'est vraiment protéger la donnée. On est allé très loin sur ce sujet, parce que moi, je pense que c'est une condition de la liberté. C'est-à-dire que je pense que le secret des correspondances, qui n'est pas rien dans notre culture, c'est un petit aspect, je pense que c'est très important. Il y a toute une histoire là-dessus. Bref, et c'est précisément ce que ne font pas les réseaux sociaux, en particulier américains. En fait, ils exposent. Moi, c'est comme ça que j'ai construit Waller. Je vous l'ai dit au début, je l'ai construit un petit peu anti-Facebook. Et Facebook, c'est travers, c'est l'exposition des données, c'est ce qui a produit notamment l'addiction, c'est ce qui produit aussi tout le cyberharcèlement, tout le côté éducatif. Les jeunes, voilà, ça crée des effets de meute, etc. Et Waller, moi, j'ai inventé un système qui est... Enfin, c'est pas une invention, je suis pas Einstein, hein. Mais c'est un truc simple, c'est des principes. On dit, en fait, on sépare les sphères sociales. C'est-à-dire que dans la vraie vie, vous avez vos amis, vous avez votre conjointe, vous avez votre grand-mère, et en fait, vous leur parlez pas pareil. D'ailleurs, vous vous présentez pas pareil. Et donc, avec Waller, on a voulu reproduire ça. Finalement, la diversité de communication et la maîtrise de la communication. Et ça, pour moi, c'était des valeurs que j'avais. Et oui, je pense qu'elles sont françaises, mais pas seulement françaises. Il n'y a pas de question là-dessus. La francophonie, pardon, pour revenir à votre question, je pense que les Français sont nuls en anglais, globalement, et moi, j'en suis la preuve vivante. C'est-à-dire que, depuis qu'il y a DeepL, ça va, mais c'est pas... voilà, j'ai pas eu une très bonne note au bac, et pourtant, ça s'est bien passé après, mais... Et ben, c'est très simple de vendre en francophonie. Donc ça, c'est une très bonne chose parce qu'on parle le même langage et vous avez raison de dire il y a une culture qui a imprimé, voilà, qui n'est pas que les méchantes colonies, etc. Et donc, ce sont des gens avec qui on a une histoire en commun. Et donc ça, c'est important. Et je pense que c'est une force et qu'il faut défendre. Et donc, il faut parler français, précisément. Et dans le milieu de la technologie, on a beaucoup de mal à parler français. En particulier, dans la mercatique, le marketing, je traduis, dans la mercatique, on ne sait pas utiliser beaucoup de termes. Parfois, même moi, je vais parfois dans des événements, assez rarement, où l'événement est en anglais. C'est-à-dire que ça s'adresse que à des Français, mais les types font des trucs en anglais. Moi, je trouve ça bien, mais non, en fait. Voilà. Donc, nous, chez Waller, on pratique la littérature, le goût des mots, et j'ai forcé, malheureusement, mes équipes de communication à ne faire que des communications en français, donc ce qui donne parfois des trucs assez amusants. C'est un mot inventé, Waller. Donc c'est ni français ni anglais. D'ailleurs, on prononce pas Waller. Il y a tout un débat là-dessus aussi. Il y a d'où vient le nom, pourquoi cette couleur. Enfin, il y a tous des trucs. Vous savez, quand vous créez des marques, bon, bah, c'est comme ça. Et donc il y a la prononciation. Donc ça permet de catégoriser les gens. Ceux qui disent Waller ou Waller, voilà, c'est là, hop. Bon. On prononce à la française Waller. Un truc Waller. Thomas. Allez, Thomas Valeur. Oui, mais il y a plein qui disent voilà. ça aussi. Ouais. Alors moi, je vais vous parler un petit peu québécois, parce que je viens de passer 10 ans au Québec. Et je pense que ça pourrait être une très bonne opportunité de diversification géographique pour votre société. Mon expérience de la culture québécoise, c'est un peu le village d'Astérix qui est environné par tout l'impérialisme anglophone. Ok. C'est vraiment 7 à 8 millions d'habitants, dont il y a déjà à peu près 3 à 4 millions qui sont quasiment bilingues, premièrement. Deuxièmement, au Québec, ils ont la loi 101
qui a été modernisé pour protéger la langue française, y compris au niveau professionnel dans les entreprises. Donc les procédures doivent être écrites en français. Les emails, on parle d'ailleurs là-bas de courriel. Oui, c'est ça. Ils ont une grande attention en fait, Voilà. au vocabulaire et en particulier Voilà. dans les outils numériques. Voilà. Et troisièmement, je peux vous dire que là-bas, lorsqu'on fait des présentations dans des colloques comme celui-ci, les slides, les pages doivent être bilingues. Ah oui. Voilà. Bon, donc, 3 bonnes raisons qui font que Valeur ou Waller peut très bien s'exporter au Québec. Et les Québec ont cette fierté d'appartenir à une culture différente. Et ils défendent justement une forme de patriotisme. Bien sûr. Hein. Donc, voilà. Donc, je pense que ça peut être une culture dans laquelle une société telle que la vôtre pourrait parfaitement s'épanouir. Merci beaucoup.